Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors comme ça, l'économie française irait mieux. C'est même Bruno Le Maire qui l'a annoncé en réaction au maintien de la notation financière de Standard & Poor's concernant la fiabilité de la dette française. La note est restée à AA. Bruno Le Maire a donc parlé de signal positif. Et si l'on couple cette information avec une autre annonce gouvernementale formidable, à savoir que l'inflation a pour la première fois reflué au mois de mai en passant de 6% à 5%, on pourrait presque croire que les beaux jours sont devant nous. Alors pour nous en réjouir, mais aussi pour gratter un petit peu, voir ce qui se trouve derrière ce vernis gouvernemental, nous avons réuni ce matin deux économistes dont la réputation n'est plus à prouver. Bonjour Charles Gave. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes financier, entrepreneur, fondateur de l'Institut des Libertés, et nous sommes également avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe Béchade. Oui, bonjour à tous, bonjour à toi Charles. Salut. Vous êtes donc président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, cofondateur de cerclefinance.com, chroniqueur sur BFM Business également. Alors Charles, toujours comme c'est quand même avec Charles Gave, est-ce que l'économie française va mieux ? Écoutez, je pense pas, mais je peux me tromper. Vous savez, la spécialité des économistes, c'est quand même... on a inventé les économistes pour que les astrologues aient l'air sérieux, donc je ne sais pas trop, mais moi la réalité c'est que je regarde une dette qui est à 2000 milliards d'euros. Bon, c'est plus ou moins ça, non ? On est dans les 2000 ? On est à 3000 je crois. On est même à 3100 maintenant. 3100, bon on est à 3100 euros. Vous voyez, je faisais pas très attention aux chiffres, mais parce que c'est la direction qui compte. Bon, on est à 3000 euros. La duration moyenne de la dette française est quoi, 7-8 ans ? Ah non, c'est plus court que ça. C'est plus court que ça ? C'est plus court que ça, ouais, c'est autour de 5 et le coût moyen aujourd'hui est remonté autour de 2,60. 2,60, on est encore en dessous. Hein, oui, je crois que le coût de la dette, on est à peu près à 2,5 si on calcule le taux implicite. Bon. Donc, la duration, mettons, moi je vais la mettre à 7 ans pour faire des calculs faciles. 3000 divisé par 7, ça fait 4 fois 7, 28, ça fait à peu près, il faut mettre 700 milliards par an, parce qu'il faut la refaire tourner cette dette, c'est-à-dire qu'il y a le déficit budgétaire qu'on doit financer, qui est aux alentours de 100 milliards, allez, et puis il y a 700 milliards, je ne sais pas combien, qu'il faut retourner, enfin, qui arrive à échéance et qu'il faut replacer. Et si je regarde 700 milliards et 100 milliards, plus le hausse du coût de la dette, ça nous rapproche de 800 milliards, mais comment ça passe dans les marchés si la Banque centrale n'achète pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne comprends même pas les calculs de Standard & Poor's. Vous avez 700 milliards qui arrivent, comme ça, qui doivent être refinancés chaque année pour les 7 ans qui viennent, sans compter la hausse du déficit et la hausse du coût du financement. Et je me dis, mais à qui va-t-on les placer ? Qui va acheter ces trucs-là ? Alors, je comprends... Enfin, il me semble, ça me paraît pas bien difficile à calculer, mais il me semble que si vous êtes, je sais pas, le fonds d'Abu Dhabi ou le fonds de pension de Shell en Hollande ou la Banque centrale d'Arabie Saoudite, enfin les gens qui achètent ce genre de trucs, vous vous dites, mais si jamais ils veulent me rembourser une partie, je le prends et je cours avec, quoi. Je veux dire, je fais surtout pas, je vais pas surtout me remettre dans ce truc-là, quoi, c'est pas possible. Donc il me semble qu'on arrive, c'est ce que j'essaye de dire aux gens qui veulent bien m'écouter, je leur dis, on arrive dans une période en France où je ne comprends pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est sorti du domaine de la logique, on est sorti du domaine de la norme, on est en train d'entrer dans un monde dans lequel, je dis, écoutez, il va se passer des trucs, mais ça ne peut plus être qu'au niveau politique. Il y a plus, à ce moment-là, maintenant, on n'est plus dans le domaine où un économiste a quoi que ce soit ajouté, puisque je regarde ça, je me dis, c'est un trou noir, ce machin-là. Je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour la première fois de ma vie, je suis devant un truc, je me dis, tiens donc. C'est une rupture définitive avec le réel, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, tous les chiffres sont... Mais ils sont tellement gigantesques, ils sont tellement invraisemblables que je me demande même de quoi on parle, quoi. Je sais pas, c'est un peu curieux, Philippe. Philippe Béchade, sur cette question, est-ce qu'on est complètement sorti de la logique dans ce système financier ? Alors, on est sorti d'une forme de logique académique. On est par contre rentré dans de mauvaises habitudes depuis, je dirais maintenant presque une vingtaine d'années. Hein, oui, mais ça, je sais bien, mais est-ce qu'on peut vraiment
replacer sur la dette française aujourd'hui, sans l'aide de la BCE, 700 milliards par an. Qui va acheter ça? C'est compliqué, d'autant que les Américains vont devoir relever, eux, 730 à 740 milliards d'ici le mois de septembre. Ouais. Voilà, ça va devenir chaud. Si le marché mondial de la dette était relativement peu tendu parce que les Américains, les Chinois font des excédents, tout irait bien, sauf que tout le monde fait des déficits, mais c'est des déficits jumeaux, hein, c'est des déficits budgétaires plus des déficits du commerce extérieur, sauf la Chine en l'occurrence, mais maintenant même l'Allemagne fait aussi du déficit ou pas loin. Donc voilà, il n'y a pas 36 solutions, il faut la jouer à la japonaise, il va falloir qu'on monétise. Mais moi surtout, ce qui me paraît... Attendez, je t'arrête une seconde. Si on monétise les 5% d'inflation, ça sera un plus bas. Surtout si tout le monde se met à monétiser. Je veux dire, si les banques centrales commencent, vous savez, la définition de l'inflation de REF, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, eh ben, si on monétise, c'est exactement ce qu'on fait. Donc la vague inflationniste repart au plus fort. Donc à ce moment-là, la dette sera éradiquée par une inflation qui passera à 10, 15, 20%, j'en sais rien, comme dans les années... Je pense que c'est l'idée, oui. Je pense que c'est l'idée. Dans les années 70, donc... mais là aussi... Vous avez un vrai problème, c'est que le marché monétaire, le marché de la dette dans le monde, c'est quoi? C'est 1,5 fois la capitalisation du marché des actions. Donc, les banques centrales, les gouvernements ont créé des actifs de façon monstrueuse. Et ces actifs qui sont des actifs pour les banques commerciales, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, n'ont aucune valeur. Ou vont avoir une valeur qui va baisser fortement. Donc, je me demande si, un peu partout dans le monde, on n'est pas en train de rentrer dans ce que j'appelle une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, paradoxalement, avec les taux qui ont monté, les actions sont montées aussi. Est-ce que les gens sont pas en train de vendre leurs obligations aussi vite qu'ils peuvent pour acheter des trucs qui vaudront quelque chose quand les obligations sont pétées la gueule? Parce que, quelque part, une action, ça vaut toujours quelque chose, quoi. Alors qu'une obligation, ça peut vraiment aller à zéro. Donc, est-ce qu'on est en train d'arriver dans ce que la première loi économique, c'est une loi qui s'appelait la loi de Gresham, qui disait la mauvaise monnaie chasse la bonne. Est-ce que la mauvaise monnaie, les obligations, est en train de chasser les actions vers le haut? Je ne sais pas. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un scénario à l'Argentine ou à la Turque? Ou à la Venezuela? Oui, mais enfin, il n'y a pas vraiment de bourse au Venezuela, alors qu'on peut bien comparer ce qui se passe. Oui, la Turquie, l'Argentine, et puis on a aussi vu le Brésil à un moment se débattre avec une inflation supérieure à 20%. Ça va beaucoup mieux parce que le Brésil aujourd'hui fait de très gros excédents commerciaux, d'ailleurs parmi les plus importants de la planète. Il faut le signaler parce que bon, il offre des taux réels de 5%, hein. Voilà. Ce qui est pas mal. Ouais, mais bon, le problème, c'est que nous, on paye également plus de 5% sur nos OAT indexés sur l'inflation. Alors, je rappelle que ça représente aujourd'hui 10% du total de la dette française. Alors, on parlait tout à l'heure donc d'une duration moyenne, alors, on va dire 7 ans pour reprendre ton modèle, on est plus près de 6, mais on paye ça le double. Hein. Les intérêts des OAT indexés sur l'inflation nous coûtent le double. Autrement dit, ça va chercher dans les 15 à 20 milliards par an. Et curieusement, on continue d'en émettre, alors que ça augmente sérieusement l'addition. Et 20 milliards pour une dette qu'on aurait pu ne pas émettre ou arrêter d'émettre lorsque l'inflation a commencé à s'envoler, on continue d'en injecter.
Donc là, on a les moyens de payer 15-20 milliards, mais on n'a pas les moyens de payer les retraites. C'est quelque chose qui m'épatera toujours. Donc, j'aimerais connaître quand même l'identité de ceux qui, chaque mois, se gavent de ces émissions assorties d'un rendement de 6%. Alors, je serais quand même pas très, très étonné quand même que BlackRock et Vanguard étant les deux premiers acheteurs privés, donc je ne parle pas des fonds souverains que tu as déjà évoqués, norvégiens, saoudiens, singapouriens, etc. Mais je serais quand même pas étonné quelque part que des BlackRock ou des Vanguard soient les premiers acheteurs de cette dette qui, pour le coup, rapporte vraiment, quoi. Puis, nous, ça nous coûte vraiment. Mais, je le répète, pas d'inquiétude, 15 milliards pour les retraites, on les a pas, mais 20 milliards pour la dette indexée, là, pas de problème, on les a. Concrètement, pour que les auditeurs puissent comprendre, on a des fonds d'investissement privés qui gagnent énormément d'argent sur une dette qu'on pourrait ne plus émettre pour ne plus que ça nous coûte. Non, ne dites surtout pas ça. Beaucoup d'argent. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas beaucoup d'argent. Un truc qui vous rapporte 6, heureusement, il y a des dettes corporate qui vous en rapportent 7 ou 8. Et je parle pas des produits dérivés, des cartes de crédit aux États-Unis qui vous rapportent 24. Non, faut rester raisonnable. Ce n'est que 6%. Bon, on continuera évidemment d'en parler, mais simplement, Philippe Béchat, très rapidement, avant de redonner la parole à de rendre la parole à Charles Gave, la question de la notation de Standard & Poor's. Est-ce que vous estimez, vous, que c'est une sorte de forme d'amitié et que ce n'est pas vraiment fondé sur des valeurs réelles, cette notation, ce maintien de la notation? Les agences de notation... Je ne sais pas à quoi vraiment comparer leur rigueur scientifique ou intellectuelle, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du marabout, puisque ça notait AAA des tranches voilà, vous avez compris, dans les années 2007-2008, le pire était noté AAA, donc il fallait inventer un nouvel alphabet pour noter ce qui avait vraiment derrière un certain sérieux. Non, les agences de notation, elles ont, je dirais, toute l'attitude pour se montrer très très méchantes avec ceux qui ne suivent pas les règles du jeu et faire preuve de la plus grande mansuétude avec les bons petits soldats du système. On est d'accord. Alors on va continuer évidemment d'en parler. On verra si ce scénario à la turque ou à la vénézuélienne se profile aussi pour la France et pour l'Europe. Mais tout de suite, il est 8h, on fait un petit point d'information avec Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Oui. Non. La table ronde. Nous sommes toujours avec Charles Gave, financier, entrepreneur, fondateur de l'Institut des Libertés, de qui on vous d'ailleurs recommande de suivre la chaîne YouTube pour suivre les chroniques et les analyses économiques de Charles Gave. Nous sommes également avec Philippe Béchat, président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien, cofondateur de cerclefinance.com, chroniqueur sur BFM Business. Je voulais revenir avec vous, Charles Gave, sur cette annonce de l'inflation qui, selon toute vraisemblance, reculerait au mois de mai. Est-ce que, comme l'annoncerait Bruno Le Maire, on a passé le pic de l'inflation, ou est-ce qu'au contraire, vous avez dit, un scénario d'hyperinflation se profile? Écoutez, encore une fois, l'inflation, c'est subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Les dépenses qui ne rapportent rien, on continue à les subventionner au maximum. Et la question que je posais il y a 5 minutes, est-ce qu'on va remettre en route la planche à billets? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la situation budgétaire française telle qu'on l'a décrite il y a 5 minutes, je ne vois simplement pas comment la France peut faire passer toutes ces masses d'obligations qui arrivent à échéance, qu'il faut renouveler, etc., sans l'aide de la Banque centrale. Donc, comme on n'a coupé rien dans les dépenses de l'État, vous avez reçu ici, j'imagine, à plusieurs reprises, Charles Prats, là, vous savez, il y a 75 milliards de fraude sociale, par exemple. Il n'y a jamais eu une enquête encore diligentée, personne n'a été... Il dit qu'il y a quoi? On est 67 millions de citoyens et il y a 73 millions ou 74 millions de cartes vitales. Donc, si vous voulez, on dépense de l'argent comme si on venait de trouver une mine, mais je comprends simplement pas, si vous faites tourner un tableau Excel, comment on va financer notre dette dans les 1, 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. Simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
pour moi, c'est infaisable. Mais parce que ça fait 15 ans qu'on fait tourner la planche à billets pour financer cette dette. Et Non, finalement... on a fait tourner la planche à billets, premier point, et ensuite on avait mis les taux d'intérêt à zéro. Voilà. Maintenant, Donc, les taux, les la taux BCE sont a à 3 ou annoncé que 4. ça montait toujours d'ailleurs. Ça montait toujours, bien sûr. Donc, comme vous mettez les taux à zéro, si vous avez été 1000 milliards de dettes, le service de la dette, c'est zéro. Hein. Il faudra la rembourser à l'arrivée, mais il ne faut pas oublier que les taux zéro, c'est quand même le vol de l'épargnant. Donc, où ils remettent les taux à zéro, à ce moment-là, on pourra peut-être financer cette dette, j'en sais rien. Mais à 3 ou 4% sans la BCE, 5, 6, 700 milliards par an dans les marchés, ça passe pas. Ça passe pas. C'est tout, quoi. Je veux dire, ça passe pas. Il y a pas... L'épargne française ne peut pas prendre 700 milliards par an. Je crois qu'il y a 1500 milliards d'euros après, de dettes françaises dans les assurances vie françaises après 20 ans d'exercice. Donc vous demanderiez à ce que l'assurance vie augmente de 50% ses encours chaque année et qu'à la fin, où les gens vont-ils trouver le fric, surtout qu'en général, le 15 du mois, il n'y a plus un rond et il n'y a plus rien dans le frigidaire, quoi. Donc il y a quelque chose qui me paraît complètement incompréhensible. Philippe Béchade. Ça fait 15 ans que lorsqu'on trouve plus rien dans le frigo, on va taper chez le voisin. Voilà. S'il n'aurait pas une pizza surgelée à vous avancer. Donc, non, mais tout se passe très bien. Puis je dirais qu'aujourd'hui, on a un coup de bol incroyable, figurez-vous. Comme le refinancement de la dette, c'est un gigantesque concours de laideur. Les créanciers prennent le cochon le mieux maquillé ou celui qui sent le moins mauvais. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un cochon qui sent très très mauvais et qui n'est pas très loin de nous, puisqu'il se situe de l'autre côté du Channel. C'est nos amis britanniques dont les taux aujourd'hui viennent de passer allègrement la barre des 4%, 4,20, 4,30. On a connu ça au mois d'octobre dernier. Donc, ça a coûté sa place à Liz Truss, puisqu'elle n'inspirait plus confiance au marché. On a vu arriver le sémillant Rishi Sunak et son épouse milliardaire et fraudeuse fiscale. Donc, on se dit, le pays est sauvé. Manque de bol, 6 mois plus tard, les taux britanniques se retrouvent à nouveau à 4,20, 4,30%. Alors moi, je suis créancier. L'année dernière, j'avais fait ma petite répartition. J'avais pris mon petit tableur Excel et j'avais mis les cases, etc. Cette année, moi, la dette britannique à 4,25, 4,30, j'en prends un petit peu quand même parce que je suis gourmand sur les taux. Mais je vais quand même pas en prendre trop cette année. Parce que je me dis la trajectoire est pas très bonne. Hein. Voilà. Alors les États-Unis aussi, concours de laideur. Voilà, c'est parti. Il n'y a plus de plafond de la dette jusqu'en 2025. Ils promettent de limiter les dépenses à 1%. Je voudrais trouver un seul financier qui y croit. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un qui a passé quelques temps dans une grotte pourrait imaginer que les dépenses américaines vont pas augmenter de 3 ou 4% par an comme elles le font depuis 20 ans. Mais non, je dis que finalement que la dette française, elle est pas si mal placée que ça. Il y a pire ailleurs. Et c'est la logique du marché depuis 20 ans. Il y a pire ailleurs. C'est toujours ça. Et quand vous écoutez le gouvernement français, on vous explique toujours qu'il y a pire ailleurs. Hein. Et quand on commence à vous parler des libertés en France qui s'évaporent, à chaque fois, on vous dit il y a pire ailleurs. Il y a la Corée du Nord. Voilà. Et le jour où on sera arrivé au même niveau que la Corée du Nord, on nous expliquera que nous, on a du bon vin. Voilà. Donc, pour l'instant, la dette française se place quand même bon an, mal an, parce qu'il y a pire ailleurs. Alors là, je voudrais rajouter quelque chose qui me semble... La raison pour laquelle nos dettes, tout en étant abominables, se plaçaient, c'est que aux alentours de la fin du siècle précédent, il y a eu une crise en Asie massive, et le FMI est intervenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Corée, en Thaïlande, etc. Ça a été un bain de sang. Et ensuite, ces pays ont suivi des politiques économiques depuis donc un peu plus de 20 ans, avec un objectif et un seul, ne jamais revoir le FMI. Donc, ils ont maintenu des monnaies sous-évaluées,
Ils ont maintenu des taux de courant massifs avec lesquels ils ont développé des échanges des comptes courants donc massifs qui a fait une grosse hausse de leurs réserves de change. Et ces réserves de change, ils les investissaient dans nos pays. Et pourquoi ils faisaient ça? C'est qu'ils avaient besoin du dollar pour s'acheter du pétrole. Mais aujourd'hui, la grande innovation, c'est qu'ils n'ont plus besoin de dollars pour s'acheter du pétrole. Ils peuvent l'acheter dans leur monnaie. Donc, ces excédents d'épargne qui se déversaient sur l'Europe et les États-Unis pour ne revoir jamais le FMI, c'est fini. Les excédents d'épargne dans le monde, ils ne sont plus obligés, pour des raisons presque stratégiques, d'avoir du dollar pour pouvoir acheter du pétrole. C'est fini. Donc maintenant, l'épargne asiatique va rester en Asie. Ils n'ont plus besoin d'acheter nos saloperies. Ils vont acheter les leurs, si j'ose dire. Ils vont acheter les obligations chinoises, ils vont acheter les obligations de tous les autres pays. Donc il faut bien se rendre compte que la période où on a pu vivre au-dessus de nos moyens parce qu'on avait forcé ces pays à vivre en dessous de leurs moyens, c'est fini. Donc il n'y a plus d'excédents d'épargne qui sont obligés de s'investir chez nous. C'est fini. Et donc il va falloir que les taux d'intérêt montent de façon phénoménale chez nous parce qu'il va falloir qu'on finance nous-mêmes nos déficits. Parce que tous ces tombereaux d'argent qui arrivaient, quelque chose comme des centaines de milliers de dollars ont été calculés simplement les réserves de change, la somme des réserves de change des pays d'Asie, en incluant la Chine, ça a été phénoménal. Mais c'est fini, ça va rester chez eux, ils vont développer l'océan Indien, ils vont développer leur zone, et ils n'ont plus besoin de nous. Et aujourd'hui, le commerce interasiatique est passé au-dessus du commerce Asie vers le reste du monde. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a pris ces pays en otage à cause du monopole du dollar sur le pétrole il y a 20 ans, mais qui sont libérés de cette tyrannie. Il n'y a plus d'excédent d'épargne à notre disposition, c'est fini. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout à la théorie du plus laid. Les gens s'investissent en fonction du moins laid ou du plus laid. C'est fini. Ils ont plein de très jolies filles chez eux qui ont besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de venir chercher nos laidrons. Oui, c'est quand l'hégémonie américaine prend fin qu'en plus on est dans la pire situation économique en Occident. Donc là, on est en train de voir un deuxième bloc émerger finalement, et on ne sait pas ce qui va venir chez nous, quoi. On sait très bien ce qui va venir chez nous, c'est que les détenteurs d'obligations vont avoir une baisse de leur niveau de vie phénoménale, comme ont eu les détenteurs d'obligations en Asie en 1997, 98. Ils ont perdu 50%, 60%, 70% de ce qu'ils pensaient être leur épargne. Donc, je me tue à dire aux gens, c'est que faites très attention. Avoir aujourd'hui des obligations des pays de l'OCDE dans son épargne, c'est une imbécilité foudroyante. Vous êtes certain de perdre entre 50 et 80% de vos actifs, soit par l'inflation, soit par le défaut. Mais il n'y a pas d'autre solution. Philippe Béchade, il faut vendre toutes ces obligations occidentales et acheter ou bien de l'or ou bien des actions? Ou des obligations asiatiques. Il ne faut pas tout vendre tout de suite, sinon vous allez nous effondrer le marché, malheureux. Je sais bien, mais ça fait jamais que 5 ans que je le dis, alors s'il y en a encore quelques-uns qui en ont, c'est tant pis pour eux. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis un mauvais citoyen, et c'est d'ailleurs pour ça que je passe plus sur BFM. Vous m'avez crédité de passage à BFM. Mais c'est pas grave, parce que passer à BFM, c'est déshonorant. Non, mais comme disait Coluche, moi je venais à BFM, j'essaie de dire des choses justes, mais comme on dit, on peut pas dire la vérité aux 20h, il y a tout le monde qui regarde. Bon, ils sont pas aussi nombreux, mais la vérité, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas beaucoup. Donc moi, j'ai pas d'obligation, et j'ai effectivement accumulé un petit peu d'actifs tangibles, dont effectivement un petit peu d'or, un peu d'argent depuis 91-92. Ça fait quand même un bail, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, à l'époque, on était autour de 400. Donc, sur cette période de 30 ans, je trouve que franchement, l'or, l'argent n'ont pas si mal performé. Mais je dis ça aujourd'hui parce qu'il y a eu la chute de 2022. Si vous voulez, jusque début 2022, l'obligataire avait beaucoup plus rapporté finalement que l'or ou l'argent. Faut pas le perdre de vue quand même. Alors, est-ce que depuis un an, on assiste à un grand renversement, on a un ratio or indice US qui, malgré de l'or revenu après $2000, on est
toujours près des plus bas historiques. Des plus bas historiques. Vous avez un Dow Jones à 33 700 et une once, on va dire pour arrondir, à 2000. Vous aviez, il y a 10 ans, une once qui était autour de 1700-1800, hein, et vous aviez un Dow Jones qui était 15 000 points plus bas. Donc, je ne vous raconte pas le ratio aujourd'hui entre des actifs tangibles et l'obligataire et les actions. Et les obligations, même après leur chute de 2022, restent encore à un ratio extrêmement élevé par rapport, effectivement, aux métaux précieux. Donc, j'ai tendance à penser qu'historiquement, l'écart pourrait se combler. Mais j'attends qu'on me démontre que l'obligataire va rester plus attractif que l'or qui n'est la dette de personne. Alors, tout ça est exact. Simplement, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'à partir du moment où le dollar n'est plus la monnaie exclusive pour acheter le pétrole, à partir du moment où les pays en Asie commencent à faire du commerce entre eux dans leur monnaie et ne passent plus par le dollar obligatoirement, vous avez des dollars qui étaient en réserve de change pour acheter du pétrole. Pas pour acheter des choses aux États-Unis, il n'y a rien à acheter aux États-Unis sauf des armes. Mais ils ne produisent plus grand-chose. Donc vous avez des dollars qui étaient en réserve pour financer votre commerce avec les pays voisins, vous n'en avez plus besoin. Donc vous avez des milliers de milliards de dollars qui sont là en stock et qui ne servent plus à rien. C'était ces dollars un peu à l'étranger et dont les Américains ont réclamé le contrôle quand ils ont extraterritorialisé le droit américain. Donc l'une des questions fondamentales de la finance dans les années qui viennent, ça va être un peu comme ce qu'on appelait les balances sterling après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les pays comme le Koweït, l'Irak ou l'Égypte qui avaient des énormes réserves de sterling, mais ils ne servaient plus à rien le sterling. Qu'est-ce qui va se passer avec ces milliers de milliards de dollars? Est-ce qu'ils vont refluer aux États-Unis? C'est le seul endroit où on peut acheter quelque chose? Est-ce que ça va déclencher une vague inflationniste aux États-Unis? Vous voyez, vous avez un stock de monnaie absolument gigantesque, de dollars, mais dont les gens n'ont plus besoin. Et qu'est-ce qui va arriver de ça? Où va-t-il aller? Et à partir du moment où le dollar ne sert plus à rien, il va falloir que de nouveaux systèmes se mettent en place. On le voit arriver très bien avec centré autour du yuan, etc. Mais le yuan ne sera pas une monnaie de réserve, ce sera une monnaie de transaction, mais ce ne sera pas une monnaie de réserve. Et donc vous voyez ça se mettre en place. Mais de l'autre côté, vous dites, à partir du moment où les épargnants en France et en Asie, en France, en Amérique, en Europe, partout, auront compris qu'on veut les spolier, puisque c'est ça le but, c'est de spolier les épargnants, hein, qu'on veut les ruiner, ils vont vouloir aller vers les actifs, par exemple obligataires, de ces pays-là. Mais s'ils s'en vont, nos monnaies vont s'écrouler. Donc on va avoir des contrôles d'échange. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'il y a des contrôles d'échange maintenant qui viennent et qui vont être mis par les États-Unis et par l'Europe pour empêcher nos épargnes de bénéficier des conditions favorables qui existent dans des pays qui ont été bien gérés depuis 30 ans, quoi. La différence des nôtres. Donc l'idée qu'il va y avoir des free capital flows, que l'argent va continuer, qu'on va pouvoir appuyer sur un bouton, acheter à Singapour et vendre à Dubaï, c'est fini. Le monde ouvert, on va aller vers des zones monétaires différentes, et le monde ouvert qu'on a connu, c'est terminé. On va revenir sur ces risques sur la propriété qui pèsent en Europe, malgré le fait que ce soit le pays des droits de l'homme. Mais il y a aussi, donc parce que le dollar c'est une chose, mais la question, il y a la zone euro aussi qui est extrêmement menacée. Alors est-ce que l'effondrement de la zone euro est possible dans les prochaines années là? Si vous voulez, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est la zone euro, elle ne peut survivre compte tenu des dettes de pays comme la France, voire l'Italie, que si la BCE imprime. Mais si la BCE imprime, l'Allemagne à la fin va, dont tout le système de retraite est fondé sur le Bund, vous savez, l'obligation allemande, qui n'a jamais perdu que 25% l'an dernier. Donc la population allemande vieillit et a toute son épargne en Bund. Et donc ce que vous demandez, c'est que le Bund continue à être détruit pour que la zone euro survive. Bon, ça va agacer les Allemands. Et comme me dit mon fils toujours en rigolant, il me dit toujours, si les Français, les Italiens défilent dans la rue en gueulant, tout le monde s'en fout. Mais si les Allemands commencent à défiler dans la rue en gueulant, là, les gens s'en foutent pas du tout, quoi. Donc la prochaine étape, c'est que les Allemands soient dans la rue, les retraités allemands, en train de tout casser.
Pour que l'euro survive, il faut que les retraités allemands, soient réduits à la misère. Bon, je sais pas, moi, ça va être un choix de l'Allemagne, c'est pas le mien. Philippe Béchal, là on est suspendu au choix de l'Allemagne pour l'avenir de l'Union européenne. Alors, est-ce que l'Allemagne a le choix? Alors, elle a fait un choix risqué depuis le 1er janvier 2000. Eh ben, elle a accepté de participer à une partie de poker où elle a tous les atouts en main, et notamment une monnaie devenue beaucoup trop faible, en tout cas très très avantageuse pour son commerce extérieur par rapport à l'Italie, c'était le phénomène inverse. Donc elle s'est assise à une table de poker et tous les jours elle plume les Espagnols, les Italiens et les Français. Alors là, elle nous a bien plumé là, il y a une dizaine d'années avec l'instauration de l'Arène et de pseudo-concurrents d'EDF qui ne sont que des parasites. Il n'aurait jamais existé sans l'influence de l'Allemagne. Donc j'en reviens à cette partie de poker truquée. Donc les Allemands plument tout le monde à la table depuis des années. Mais pour que la partie continue, dans sa grande sagesse, l'Allemagne oublie de réclamer ce que les autres ont perdu la veille au soir, et la partie continue, et on continue d'inscrire sur un petit carnet ce que chacun doit à l'Allemagne. Et aujourd'hui, si on fait le cumul de ce que doivent tous les joueurs assis à la table économique européenne, on est au-delà de 1100, 1200 milliards. Et c'est ces 1200 milliards qui, quelque part, constituent quand même la retraite des Allemands. Donc, les Allemands ont bien profité du système, tout en faisant semblant de ne pas voir qu'on leur devait de l'argent, et que très probablement, cet argent ne leur serait pas remboursé. Donc, de toute façon, je pense que l'Allemagne était vouée à ne pas revoir ses billes, et les retraités allemands étaient voués à être un jour très déçus. Alors, on espérait que ça allait durer, je ne sais pas jusqu'où, jusqu'à la décarbonation totale en 2030, je ne sais pas, mais il se trouve que peut-être, voilà, on va rencontrer le platane. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, ni les Italiens ni les Espagnols ne rembourseront jamais, ou en tout cas ne pourront jamais rétablir leur balance des paiements courants face à l'Allemagne. Et donc l'Allemagne, elle a gagné effectivement toutes les parties de poker, mais finalement, à la fin, elle verra pas les jetons qu'elle a vaillamment gagnés, grâce, c'est vrai, à la complicité du casino, qui lui fournissait des mains gagnantes en permanence. Voilà, donc les Allemands, oui, je suis d'accord avec Charles, ils vont avoir un gros problème. Mais on peut aller un peu plus loin, c'est que les Allemands nous ont rendu peut-être un immense service. C'est que tous leurs excédents viennent des bagnoles. Et des bagnoles à moteur. Et ils ont voté les moteurs, la fin du moteur thermique pour 2035. Ils ont voté la fin du moteur thermique. Donc, la beauté, c'est qu'ils ont détruit nos industries automobiles en France, en Italie et en Espagne. Puis ils ont rebâti quelque chose de similaire en Allemagne, en Tchéquie, en Pologne, etc. Mais tous ces investissements qu'ils ont faits pour faire des bagnoles, ça vaut zéro aujourd'hui. Ça vaut zéro. Donc, l'Allemagne va se retrouver avec une population qui vieillit. Je crois que le quart de la population allemande va prendre sa retraite dans les 5 ans qui viennent. C'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils n'ont plus de chimie, puisque pour avoir de la chimie, il faut avoir du gaz. Avec du gaz, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de bagnole. Donc, la grande nouvelle, si vous voulez, c'est que l'Allemagne va faire faillite. Donc, l'Allemagne est dans une situation impossible. Elle a prêté de l'argent à des gens qui ne le rembourseront pas. Et elle produit des trucs dont personne ne veut. Donc, ancrer une monnaie sur ce truc-là, c'est de la folie. C'est de la folie. Et donc, quand on voit... donc, je vois aussi bien pour refinancer la dette que la situation allemande, qui était le cœur de la... Ben voilà, maintenant on a eu des faux prix sur les monnaies, des faux prix sur les taux d'intérêt pendant 20 ans, et on va se retrouver avec la nécessité de mettre des vrais prix, mais je soutiens que personne ne sait quel devrait être le cours du Deutschmark par rapport au cours du franc français. Je ne serais pas surpris si le franc français montait.
Et donc, quand on voit toute cette situation apocalyptique européenne, on ne peut pas s'empêcher de penser, de faire des parallèles avec justement ces mêmes politiques européennes qui restreignent la liberté, qui restreignent la propriété, qui augmentent la surveillance. Je propose de finir là-dessus. Enfin, je donnerai le mot de la fin à Philippe Béchade, mais Charles Gave là-dessus sur cette fin de la propriété annoncée en Europe. Si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est que le capitalisme, c'est simplement un droit de propriété et des prix de marché. C'est-à-dire que ça permet aux entrepreneurs de se... Mais je sais pas, vous regardez le portefeuille de base aujourd'hui dans une grande institution, une grande compagnie d'assurance française, etc. Il n'y a pour ainsi dire aucune décision qui soit prise par le conseil d'administration, le conseil de gestion qui gère ces fonds. Toutes les décisions sont prises en fonction de réglementations administratives. C'est-à-dire que déjà, l'État, avec toutes ces réglementations écologiques, ou je ne sais pas, a pris le contrôle des flux d'investissement et que nous n'avons plus de flux d'investissement qui soit fait en fonction de la rentabilité du capital. Ça, c'était de la vieille école. Aujourd'hui, c'est fait pour plaire à l'électeur écologique qui fait 3% des voix, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de propriété sur tous les investissements qui sont faits par les gestionnaires. Les caisses de retraite françaises ne sont pas gérées en fonction de la rentabilité du capital investi dans lequel elles mettent l'argent. Elles sont gérées en fonction de réglementations administratives, c'est-à-dire que les gars qui sont au conseil de ces caisses de retraite devraient tous être virés pour ne pas avoir défendu les intérêts des retraités. Donc, quand je vois la retraite, les décisions sur la retraite, si vous voulez, les trucs, la retraite à 62 ou 64 ans, ça me fait rouler de rire, parce que les gens n'auront pas de retraite de toute façon. À 62, 64 ou 90 ans, il n'y a pas d'argent dans les caisses, ils n'auront pas de retraite, puisqu'il n'y a pas d'actifs derrière les retraites. Si ces actifs sont des actifs qui valent zéro, avec quoi vous les payez les retraites? Donc tout ça, on vit dans un monde, on vit comme si on était dans un pays normalement géré. Et on vit en Union soviétique. La réalité, c'est qu'on est en Union soviétique. Et on prétendait donner aux gens les bénéfices du système capitaliste en étant en Union soviétique. Et bien, il y a une légère différence, et un de ces quatre, et là, on avait annulé cette différence en empruntant. Mais dès que l'emprunt s'arrête, la réalité réapparaît. On va ramasser une gamelle phénoménale et on sera même plus libre. Philippe Béchade, je vous laisse le mot de la fin en 1 minute. Ouais, alors moi je souscris tout à fait avec la conclusion de Charles. On ne sera plus libre. Bah ça va, depuis 2005, on a de l'entraînement, hein. Ça fait 18 ans que les Européens ne sont plus jamais consultés, mais plus jamais, sur aucune des grandes questions européennes, au premier rang desquelles on pourrait effectivement mettre la dette. Comment on la gère? Est-ce qu'on est d'accord pour continuer de monétiser? Bon, les mécanismes de découverte des prix, qui sont un des fondements du capitalisme, ont été abolis à partir de mars 2009. Avec des taux zéro. Donc le taux zéro veut dire que il n'y a pas de risque associé à de mauvaises idées. Si ça tourne mal, ça ne coûte rien. Donc le marché ne sert plus à rien, puisque sa fonction première, qui est de déterminer le prix du risque, a été abolie par la Banque centrale. Ensuite, les taux, ils sont non pas adaptés à la bonne évaluation du réel, mais c'est lié uniquement à des décisions politiques. Quand on dit on met les taux à zéro, on fait exactement ce qu'ont fait les Japonais 30 ans avant nous. Sauf que les Japonais tout seuls dans leur île plaçaient quand même toute leur épargne. Ils empruntaient aussi à zéro pour placer à 3, 4, 5 aux États-Unis ou en Europe. Donc les Japonais, ça allait. Mais si nous, on fait tous la même chose, on va avoir un gros problème. Donc, la solution face à la fuite devant la monnaie, parce que c'est exactement ça qui se profile, ça a été très bien dit par Charles, on va tous être tentés, effectivement, d'arbitrer en face au profit d'actifs réels. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques chinoises, asiatiques, turques ont acheté autant qu'ils pouvaient de l'or. Donc, à partir du moment où tout le monde va vouloir s'enfuir, je pense que le réflexe va être le même qu'avec l'abolition du prix du risque. On va aller au bout de la logique du système qui se soviétise en abolissant effectivement la liberté. De circulation des capitaux. Et c'est ce que permettra une monnaie
numérique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous dira non, vous ne pouvez plus acheter de la couronne danoise, norvégienne, vous ne pouvez plus acheter du won coréen, etc. C'est la clé, la clé. Et on vous vendra ça comme d'habitude en vous disant ah oui, mais vous savez, la monnaie numérique, c'est où vous acceptez que la Banque centrale prenne le contrôle, ou vous perdez tout. Hein. C'est comme où vous vous vaccinez, où vous ne pouvez plus sortir boire un café debout, ou aller chercher un joujou dans le rayon jouet chez Auchan. Mais on vous force pas. Mais on vous force pas. Mais on vous force pas. C'est pour notre bien. C'est pas du tout de l'extorsion de consentement et c'est pas du tout non plus une réduction de nos libertés sans aucun débat démocratique. Un avenir vraiment peu ragoûtant qu'on continuera évidemment de suivre avec vous. Merci beaucoup Charles Gave. Je rappelle que vous êtes financier, entrepreneur et fondateur de l'Institut des libertés, dont je vous invite à suivre la chaîne YouTube et le site internet. Et merci à vous Philippe Béchade, président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien et cofondateur de cerclefinance.com. Merci à vous deux.